Bientôt 15h30, bienvenue à vous sur BFM TV. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, 1h30 de conversation téléphonique aujourd'hui et une promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, livrer plus d'aide humanitaire, logistique, mais surtout des armes d'envergure, comprendre des armes offensives. La ligne rouge avec la co-belligérance semble de plus en plus ténue. Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu, ralentie par la résistance ukrainienne. Kiev revendique même plusieurs succès tactiques et affirme avoir détruit 1 millier de chars russes depuis le début de la guerre. À Moscou, le Kremlin martèle que tout se passe comme convenu. On décryptera tout cela avec Patrick Martin-Genier qui est avec nous en plateau. Énergie, alimentation, plus 4,8%. C'est l'augmentation annuelle constatée des prix. L'inflation constatée par l'INSEE sur un an, la plus forte hausse depuis 37 ans. Les prix qui augmentent alors que démarre le second mandat d'Emmanuel Macron et que près de 250 manifestations auront lieu demain à l'occasion du 1er mai sur fond de contestation sociale. Et puis la Chine face à Omicron. Après Shanghai, c'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions en pleine semaine de vacances liées à la fête du travail et face à la pire flambée des cas depuis 2020. Il faudra désormais un test négatif pour accéder au transport public et à différents lieux publics. Moins d'une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron est déjà de retour aux affaires internationales. Il s'est entretenu au téléphone aujourd'hui aux environs de midi avec Volodymyr Zelensky pendant 1h30. Depuis quelques jours, la France, longtemps restée discrète sur son aide militaire à l'Ukraine, dévoile les détails des armes qu'elle envoie à Kiev. Le président ukrainien a souvent reproché à Emmanuel Macron de ne pas en faire assez. Leur échange aujourd'hui a évolué sur la question. Les détails de cette conversation avec Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. Ça a évolué effectivement dans les éléments que nous donne l'Elysée à la suite donc de cet appel téléphonique qui a duré un peu plus d'1 heure entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Et on nous dit que Volodymyr Zelensky lui-même a remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. Et l'Elysée précise également qu'Emmanuel Macron a promis de renforcer son soutien à l'Ukraine en termes d'aide militaire et en termes d'aide humanitaire. Un petit point sur l'aide humanitaire. 615 tonnes d'équipements à 7 heures. Jusque-là, matériel médical, groupe électrogène, aide alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence. Comme à chaque fois, très peu de détails sur les armes qui sont effectivement envoyées en Ukraine, mais donc ces mots de Volodymyr Zelensky qui remercie la France pour son envoi d'armes d'envergure. Sur le terrain politique, c'était aussi la promesse d'un président réélu. Ils se sont eu très rapidement au téléphone, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, pour que le chef d'État ukrainien félicite le chef de l'État français. Mais donc il y avait la promesse d'un président réélu à adresser au président ukrainien. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a promis lors de son second mandat à Volodymyr Zelensky d'œuvrer activement, je cite, à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y avait 2 autres points qui ont été abordés entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. C'est le soutien aussi à la partie juridique qui est en train de se dérouler sur le territoire ukrainien. Vous savez que la France a envoyé des gendarmes et aussi des magistrats pour enquêter sur des possibles crimes de guerre, notamment à Boutcha. Ce soutien va se maintenir et même se renforcer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et puis la préparation dit d'un statut de neutralité si jamais à un moment l'Ukraine réussit à sortir de cette guerre. En tout cas, des mots d'inquiétude quand même dans la bouche du chef de l'État qui décrit une situation insupportable à Mariupol et qui dit que malgré ses appels répétés à Vladimir Poutine de respecter le droit international, eh bien les bombardements se poursuivent et ils se sont même poursuivis. C'était un motif d'inquiétude, vive inquiétude, dit l'Elysée, jeudi lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu à Kiev et qu'à ce moment-là, la ville a été bombardée par l'armée russe. Emmanuel Dupuis est en ligne avec nous. Bonjour à vous. Vous présidez l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. On parle donc d'armes d'envergure. C'est le vocabulaire qu'a utilisé l'Elysée. De quoi parle-t-on précisément? Et est-ce qu'on doit comprendre finalement que la France monte d'un cran dans son soutien militaire à l'Ukraine aujourd'hui? Je crois qu'il faut entendre par le terme envergure les canons César, donc camions équipés d'un système d'artillerie, les 12 camions César, donc de 105 mm, donc c'est la norme OTAN que la France avait déjà promis de livrer à l'Ukraine, avec évidemment les dizaines de milliers d'obus qui vont évidemment accompagner cette livraison et sans doute une formation sur ces 10 canons César, vraisemblablement et obligatoirement en dehors du territoire ukrainien. La France était un petit peu en retard par rapport à la mobilisation militaire d'autres pays. Le président Macron avait déjà évoqué 100 millions d'euros d'aide directe.
Il est maintenant désormais question non seulement d'une fourniture d'armement à l'Ukraine, mais d'un renforcement de la posture défensive des pays autour de l'Ukraine. Donc, dans le cadre du front oriental donc de l'OTAN, la France a déployé 4 Mirages en Estonie, 4 Mirages en Roumanie. C'est désormais 700 militaires français qui se trouvent et en Estonie, c'est ce qu'on appelle la mission Lynx, et en Roumanie, c'est ce qu'on appelle la mission Aigle. Et donc, d'une certaine façon, on défend aussi, si tenter que la Russie veuille éventuellement s'en prendre à des voisins de l'Ukraine. La tension est forte sur la Moldavie. Évidemment, cela est important de souligner. Et puis un dernier point, le président Emmanuel Macron, tout comme le président Zelensky, ont aussi en tête l'idée que c'est directement avec les industriels de défense qu'il faut regarder ces livraisons d'armement. On évoque beaucoup les systèmes anti-aériens, les missiles sol-air qui détruisent, qui abattent l'aviation légère russe, les hélicoptères ou certains avions de fabrication française, MBDA, les missiles Mistral, donc qui sont fournis par plusieurs pays européens, mais de fabrication française, tout comme les missiles anti-tank, anti-char Milan, de nouveau de fabrication française MBDA. Très rapidement, Emmanuel Dupuis, si on résume bien ces envois de nouvelles armes, ces armes d'envergure, ce sont des armes offensives, il faut bien le comprendre. Est-ce que pour autant ça fait de la France des co-belligérants? On rappelle qu'il n'y a pas d'envoi de troupes françaises sur le sol ukrainien pour le moment. La différence est très ténue entre des armes offensives et défensives. Ce sont des armes qui, de toute façon, contribuent à la guerre, donc à détruire du matériel de l'adversaire. La notion de co-belligérance était celle qui était exploitée et utilisée par la Russie dès le début. Et il ne faisait pas de différence entre une co-belligérance légère, si j'ose m'exprimer ainsi, et une co-belligérance lourde. La différence qui pourrait être notoire, c'est si du matériel américain ou du matériel européen ou de pays européens membres de l'OTAN était utilisé par des membres de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Là, on serait vraiment dans une logique de participation à un conflit que le président américain a dit ne pas vouloir engager. Du reste, la Russie a laissé entendre ne pas être son objectif, puisqu'elle a indiqué qu'elle n'est pas en guerre contre l'OTAN. Cette notion de co-belligérance est de toute façon un élément de la rhétorique russe pour impliquer les pays de l'OTAN dans ce conflit. Merci pour vos précisions, Emmanuel Dupuis. Merci d'avoir été en direct avec nous. On va à présent retrouver l'une des équipes de BFM TV sur le terrain au 66e jour de cette guerre en Ukraine, alors que les Russes intensifient leur offensive sur le Donbass à l'Est. Nos envoyés spéciaux, Anne-Sophie Varmont, Stéphane Bojar et Denis Timochenko, ont pu se rendre dans le tout dernier village, juste avant la ligne de front, à Orikhiv, à la rencontre des habitants qui sont restés malgré les bombes. Orikhiv est à seulement quelques kilomètres de la ligne de front. La zone est régulièrement bombardée par les troupes russes. C'est bombardé tous les jours. Hier, ça a bombardé tellement fort qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'on ne faisait plus la différence entre le ciel et la terre. D'ailleurs, quelques mètres plus loin, nous voyons une usine qui fume encore. Elle vient d'être touchée par une frappe. Cet autre bâtiment était l'école du village, aujourd'hui inutilisable. Derrière le chemin de fer, il y a l'école qui a été détruite à cause d'un bombardement russe. Mais nous devons déjà repartir. Les militaires et pompiers qui nous accompagnent nous disent qu'il ne faut pas rester statique. Question de sécurité. À Orikhiv, les rues sont presque désertes. Il faut dire que près de la moitié de la population est partie, essentiellement les femmes, les enfants. Il ne reste plus que les hommes et les personnes âgées parce que les conditions de vie ici sont extrêmement difficiles. L'électricité est coupée et la station est arrêtée, donc il n'y a plus d'eau non plus. Pour manger, il y a juste l'aide humanitaire. Certains habitants nous disent rester par manque d'un autre endroit où aller, d'autres pour résister. Mais tous avouent ressentir la peur constante du prochain bombardement.
Patrick Martin-Genier, on va revenir sur cette avancée russe, notamment sur le Donbass, à l'est de l'Ukraine. Les États-Unis disent qu'ils avancent moins rapidement que prévu, ce que dément évidemment la Russie de son côté, qui dit que le programme est respecté. Pour autant, est-ce que c'est la résistance des Ukrainiens qui permet à ces Russes sur place de ne pas progresser aussi facilement qu'ils le souhaiteraient, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments en compte ? Il y a deux éléments consubstantiels très importants. D'une part, cette résistance extraordinaire, et non pas uniquement des militaires, mais également des citoyens. Chaque citoyen a pris les armes. Des couples se sont mariés et immédiatement ont enfilé le costume de guerre. Donc on voit qu'il y a une formidable résistance à laquelle Vladimir Poutine ne s'attendait pas. Il pensait qu'il allait arriver en libérateur, et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais cette résistance, comme l'a rappelé Volodymyr Zelensky, sans l'armement occidental, finalement, serait vaine et donc serait vouée à l'échec. C'est également grâce à l'exportation, à l'utilisation de ces armements très puissants, on l'a vu, avec ce que va faire la France dans les semaines qui viennent, que cette résistance peut s'organiser. Donc les deux sont très importants, ce qui effectivement conduit à ralentir considérablement les troupes russes qui rencontrent des difficultés techniques, de morale, de logistique, et ce qui fait que rien aujourd'hui n'est encore acquis, même si les Russes ont progressé dans le Donbass. Merci Patrick Martin-Genier. Vous restez avec nous pour continuer de décrypter cette situation en Ukraine, sur laquelle nous reviendrons bien sûr dès notre édition de 16h. On en vient d'abord à l'autre grand titre de ce samedi. C'est cette spectaculaire hausse des prix enregistrée au mois d'avril sur un an, 4,8%, presque 5%. C'est du jamais vu depuis 37 ans. Alors qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien ? Nous sommes allés vous poser la question. On achète le minimum, on ne peut pas faire autrement. On est retraité, donc on ne roule pas sur l'or. Donc il faut faire un choix. Je regarde toutes les promotions toutes les semaines. Et après, c'est beaucoup du hard discount, Lidl, Aldi. Je congèle et j'essaye de faire un repas chaud par jour. Le restant, on essaye de s'arranger avec des petites bricoles. Il faut manger différemment. On s'éloigne un peu de la charcuterie et des viandes chères. Et on se rabat sur des choses faites soi-même. C'est surtout là qu'on économise. On va là où c'est moins cher, on essaye, où on voit les prix, on va voir les prix moins chers. Bon, c'est pas évident, des fois il n'y a pas d'huile, il n'y a pas ça, alors il faut changer de magasin. Mais c'est dur, c'est très dur. Votre pouvoir d'achat à compter de demain, 1er mai, sachez que le montant du SMIC horaire brut va augmenter de 28 centimes. Il va passer à 10,85 € de l'heure brute, une augmentation de 2,65%. Un SMIC mensuel qui prend à quasiment plus de 30 € par mois pour 35 heures par semaine travaillée. Et pour les PME qui font déjà face à l'augmentation de leurs charges pour cause de montée des prix de l'énergie, eh bien cette nouvelle augmentation, celle du SMIC, peut être compliquée à gérer. Les détails de Guillaume Barki. Thomas est le gérant de ce fast-food. Au menu, burger exclusivement composé de produits frais. Et sur toutes ces matières premières, les prix sont à la hausse. Quand j'ai commencé il y a plus d'1 an, sur les tomates, on était à 1,80 €, 2 € le kilo. Là aujourd'hui, quand je vais acheter mes tomates, on est à 3 €, 3,50 € le kilo. Et malheureusement, d'après mes fournisseurs, ça va continuer à augmenter. Des prix à la hausse qui coïncident avec l'augmentation du SMIC pour ses employés. Thomas embauche 4 salariés, mais pour l'instant, il l'assure, il ne répercutera pas la hausse sur les prix ou sur la qualité. On ne va pas baisser en qualité de produit. Je ne compte pas appliquer un tarif supplémentaire à mes clients sur ma carte. On va clairement devoir serrer les dents. Des salariés comme Alexis vont toucher 33 € net supplémentaires sur leur feuille de paye. Je suis assez satisfait de cette augmentation. Après, je ne sais pas si je vais avoir un réel pouvoir d'achat supplémentaire. Parce que je ne sais pas si ces 30 € par mois que je vais gagner en plus vont réellement changer ma vie. En France, 2 millions de salariés sont payés au SMIC. Vous restez avec nous dans un instant sur BFM TV, direction la Chine. La Chine face à Omicron après Shanghai. C'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions. Politique zéro Covid extrêmement stricte. À tout de suite. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Regardez votre programme avec les modèles BMW 100% électriques. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco.
Avec ses tenseurs brevetés, Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. 100 jours d'essai satisfait ou remboursé sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. J'ai pris pratiquement plus de 40 kilos en 3 ans. J'en suis arrivée à peser 125 kilos. Et j'ai réagi en appelant le service client comme j'aime. Et voilà, 57 kilos en moins. Je me suis vue faire des choses que je ne faisais plus, c'est-à-dire du sport, du tennis de table, que j'ai repris 30 ans après, du cardio latino, de la Zumba. Alors vous aussi, testez la première semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Rendez-vous sur comej'aime.fr. comej'aime.fr. Allô, station orbitale ici la Terre, vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Repoussez les limites en mode Wi-Fi SIM avec la nouvelle Livebox et son Wi-Fi 6E. Orange. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Magnifique. Electrio de Cuisine Plus, 3 électroménagers de grande marque pour 1 € de plus toute l'année. Cuisine Plus, sortez des standards. Maman! Hey. J'ai inventé une super solution. On va faire un bon petit truc. Ça vaut le truc. Chez CNP Assurance, nous savons que vos vies ne rentrent plus dans des cases, mais nous sommes toujours là pour les protéger. CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert. Chloé a acheté sa voiture sur Autohero, le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Elle profite du retour sans frais sous 21 jours. Ça lui permet de tester la voiture sans se presser dans sa vie de tous les jours. 21 jours pour s'assurer que sa nouvelle voiture lui convient parfaitement. Ça, c'est de l'achat de voiture avec sourire garanti. Trouvez votre voiture maintenant sur Autohero. Quel est le moyen le plus simple de se reconnecter avec la nature? S'enfoncer au plus profond des bois? Vivre à l'état sauvage? Être face à face avec la nature? Non, ça fait beaucoup trop de nature. Réservez plutôt une maison de vacances sur hotel.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hotel.com? Trop facile. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui démarre mon entreprise, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 70 ans d'expérience au service des clients pros. Ça donne confiance. Je préfère la MAF. Bricoprivé.com, les plus grandes marques au meilleur prix. Bricoprivé.com, c'est brico, jardin, maison. Bricoprivé.com, c'est jusqu'à moins 80% en vente privée. Bricoprivé.com, bricoler sans vous priver. Hola papa, je t'appelle pour te dire que je t'ai envoyé un peu d'argent. Parce que je veux vraiment que tu sois là le jour de mon mariage pour danser avec moi. En envoyant de l'argent, vous envoyez bien plus que de l'argent. En ce moment, profitez de 0 € de frais de transfert sur votre premier envoi d'argent en ligne. Western Union. – 15h47 sur BFM TV, près d'1h30 de conversation téléphonique aujourd'hui et une promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, livrer plus d'aide humanitaire, logistique, mais aussi des armes d'envergure, comprendre des armes offensives. La ligne rouge avec la co-belligérance semble de plus en plus ténue. La Chine face à Omicron après Shanghai, c'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions en pleine semaine de vacances liées à la fête du travail et face à la pire flambée des cas depuis 2020. Il faut désormais un test négatif pour accéder au transport public et à différents autres lieux très fréquentés. Au 66e jour de guerre en Ukraine, après
près d'1h30 de conversation téléphonique entre le président français et le président ukrainien. La France décide donc de renforcer son aide militaire, notamment en armes d'envergure. Les États-Unis annonçaient, eux, par ailleurs, cette semaine 20 milliards de dollars d'aide supplémentaire d'armes. Alors jusqu'où l'aide internationale peut-elle aller? Écoutez ces explications du général Jean-Paul Paloméros sur notre antenne. Pour les Occidentaux, même si aujourd'hui on est clairement dans la défense de l'Ukraine et il faut qu'on leur livre des armements, il y a peut-être un moment, ça va dépendre un petit peu de l'évolution du rapport de force, où la question se posera de savoir jusqu'où, et ça c'est à traiter avec M. Zelensky évidemment, jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire, est-ce que si M. Zelensky, je prends une hypothèse d'école, veut reconquérir le Donbass, est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça ou est-ce que les Russes peuvent considérer que ça leur appartient maintenant, enfin au moins une partie du Donbass ou la Crimée? Vous voyez, c'est à ce point-là que ça deviendra, me semble-t-il, dangereux. Aujourd'hui, on est dans la rhétorique. Je pense que ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas arrêter les pays occidentaux d'aider l'Ukraine aussi bien qu'ils peuvent le faire, et Dieu sait si c'est important pour qu'elle se défende. Mais il est clair qu'à un moment, peut se poser cette question. Et même si les États-Unis déclarent aujourd'hui que l'offensive russe sur le Donbass avance moins vite que prévu, la population de l'Est de l'Ukraine continue de subir des bombardements quotidiens dans certaines localités comme à Liman. Ils sont accueillis dans des centres comme celui de Dnipro, où l'on va retrouver l'une des équipes de BFM TV, nos envoyés spéciaux, Angie Loata et Caroline Bertolino. Angie, pour sauver leur vie, beaucoup ont décidé de fuir. Oui, pour fuir les villes et villages autour de Kramatorsk, notamment au cœur du Donbass, là où les Russes avancent à pas de loup depuis de longues semaines. Les habitants voient les bombardements, les tirs également et les combats au sol se rapprocher. C'est le cas de nombreuses familles qui sont accueillies à Dnipro, un centre de réfugiés tenu à l'abri des regards parce que les habitants sont traumatisés et ont peur que les Russes les localisent et que les frappes ciblent ce type de centre. Reportage réalisé avec Caroline Bertolino. 11 jours sont passés depuis la naissance de Margarita. Dans les bras de sa mère, elle a fui Liman, au nord de Kramatorsk. J'ai accouché le 17 avril. Le 18, la maternité a dû fermer à cause du danger. On ne pouvait plus attendre. Il y avait des tirs partout. Aucune raison de rester. Notre ville de Liman était belle. Notre vie aussi était belle. Maintenant, tout est détruit. Cette épreuve va épuiser Tatiana. Son mari Alexander est dépité. On n'a nulle part où aller, on est obligé de errer. On n'a plus un seul copec. On est complètement démunis. Où, comment, on ne sait pas quoi faire. La famille prendra d'abord la route de Jitomir, à l'ouest de Kiev, chez la mère de Tatiana. Mais avant, Alexander veut s'adresser directement à Vladimir Poutine. Envoie tes enfants sur nos champs de bataille, là où tu pilles nos maisons et où tu tues nos enfants. Envoie tes enfants où les nôtres meurent et souffrent. À quelques mètres, une femme de 90 ans paralysée sur son fauteuil roulant. C'est la souffrance du Donbass que ressentent chaque jour les volontaires. Je m'adresse à la communauté internationale. Aider les habitants à sortir de Lugansk et Donetsk. Ouvrez les couloirs humanitaires pour que le plus d'Ukrainiens possible puissent se retrouver sur des territoires sécurisés. Dnipro est prête à les accueillir. Les accueillir derrière des murs que les bénévoles nous demandent de ne pas localiser, cela rassure les réfugiés, toujours marqués par les frappes russes. Dans l'actualité à l'étranger également, on prend la direction de la Chine à présent où le Covid revient au premier plan après le confinement qui a d'abord touché Shanghai. Pékin, désormais, prend à son tour des restrictions politiques zéro Covid extrêmement strictes. Il faudra par exemple un test négatif pour aller dans les transports ou encore les lieux publics. En pleine semaine de vacances liée à la fête du travail, les Chinois font face avec Omicron à la pire flambée du virus depuis 2020. Clément Gauvin. Des files d'attente qui s'étendent sur des centaines de mètres. Au pied des immeubles d'affaires, dans les voitures ou dans les quartiers résidentiels, les mêmes scènes se répètent dans les rues de Pékin, où un dépistage massif est organisé pour faire face à une nouvelle flambée inédite des cas de Covid-19. Je pense que la population est la chose la plus importante. Notre ville était autrefois surpeuplée. Maintenant, elle est vide. On ne peut s'empêcher de se demander comment les gens parviennent à survivre. Car après Shanghai, la ville de Pékin voit elle aussi ses mesures sanitaires renforcées. À partir du 5 mai,
Tous les habitants souhaitant se rendre dans de nombreux lieux publics et souhaitant prendre les transports en commun devront être munis d'un test négatif. Mais pour l'instant, certains quartiers de la capitale chinoise vivent au ralenti, confinés derrière ces parois en métal, avec l'interdiction d'en sortir. Je suis venue de Shanghai l'année dernière où j'ai travaillé pendant 5 ans. J'aimais bien la ville, mais c'est assez choquant ce qui s'est passé là-bas et je ne pensais pas qu'il en serait de même pour Pékin. Des confinements très stricts qui paralysent une partie de l'économie chinoise, obligeant les autorités du pays à autoriser des centaines d'entreprises à reprendre rapidement leurs activités. Tout de suite la météo. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. J'ai d'excellentes nouvelles pour commencer pour les vacanciers de la zone C. Paris, Toulouse, Montpellier qui jouent les prolongations la semaine prochaine. Une semaine à nouveau assez belle, printanière, avec de belles éclaircies et des températures qui vont souvent s'approcher des 20 degrés dans l'après-midi. Il y a cet anticyclone toujours aussi puissant à plus de 1030 hectopascales en direction des îles britanniques. À l'arrière, il y a tout de même cette goutte froide qui va peu à peu se faufiler. Elle va nous apporter quelques passages nuageux supplémentaires pour ce dimanche en matinée. Principalement débordements en descendant vers le bassin parisien, le Limousin. On aura un ciel chargé, des brumes, des brouillards assez nombreux au sud de la Garonne. Peu à peu, ça va se morceler tout de même dans l'après-midi. En revanche, en liaison avec cette fameuse goutte froide, on va retrouver quelques ondées près des côtes de la Manche. En seconde partie de journée, pas mal de nuages dans le Grand Est. Un temps beaucoup plus lumineux, parfois instable en allant vers les reliefs du sud. Les températures sont un peu justes au nord. En matinée, notamment, ce sera un peu frais pour les vendeurs de muguet. 3 degrés du côté de Reims, mais 15 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, ce seront des températures de saison, globalement. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. Aujourd'hui, un jour comme les autres? Pas vraiment. Parce que tout ce que j'apprends aujourd'hui me servira demain. J'apprends l'esprit d'équipe. J'apprends à maîtriser le rythme. J'apprends des autres et j'apprends aux autres. En fait, chez McDo, j'apprends à chaque instant. McDo recrute aussi des alternants. Postulez en ligne. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui suis artisan, je cours toute la journée. Alors je préfère MAF Pro. Vos conseillers, au téléphone, en agence ou dans vos locaux. Mon conseiller pro? Toujours là pour moi. Je préfère la MAF. 6 Français sur 10 renoncent à acheter certains produits d'hygiène car ils sont trop chers. Et ce n'est pas normal. Leclerc défend l'accès à l'hygiène pour toutes et tous à 9,54 € et aux protections hygiéniques à 2,24 €. Le tout pour un usage d'un mois minimum. Leclerc. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime, mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site comej'aime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur comej'aime.fr. comej'aime.fr. Dans quelques secondes, mamie va dire le nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Quel est le moyen le plus simple de se reconnecter avec la nature? S'enfoncer au plus profond des bois? Vivre à l'état sauvage? Être face à face avec la nature? Non, ça fait beaucoup trop de nature. Réservez plutôt une maison de vacances sur hôtel.com. Vous aurez même droit à des récompenses suite à votre séjour. Hôtel.com, trop facile. Bienvenue aux gourmands qui aiment se faire plaisir sans se priver. Chez Picard, nous vous proposons toute l'année des produits de qualité au meilleur prix. Comme nos croissants au beurre AOP des Charentes à 43 centimes l'unité. Picard, pour le bon et le meilleur. Station orbitale ici la Terre. Vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu.
en mode Wi-Fi SIM avec la nouvelle Livebox et son Wi-Fi 6E. Orange. Oh, un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors, si vous voulez un chat mignon, mais pas les risques qui vont avec, eh bien, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé Vet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vet, assurer son animal, c'est pas bête. Complice. Beau joueur. Ça, c'est drôle. Arrête. Meilleur amant. Meilleur ami. En un mot, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Découvrez nouveau Renault Arcana E-Tech hybride à partir de 249 € par mois. Cheveux en mauvais état, il manque de force, et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Il est 16h sur BFM TV, bienvenue à vous tous à la une. L'Ukraine va recevoir plus d'armes françaises. Emmanuel Macron a promis, lors d'un coup de fil au président ukrainien Volodymyr Zelensky, de renforcer le soutien militaire français ainsi que l'aide humanitaire. On parle désormais d'armes d'envergure. La France monte-t-elle d'un cran? Les précisions dans un instant. L'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu, confrontée à la résistance ukrainienne, affirme le Pentagone. Faux, rétorque Moscou qui martèle que tout se passe comme convenu, que tous les objectifs de l'opération militaire spéciale sont atteints. Décryptage de Patrick Martin-Genier dans ce journal. La guerre qui n'arrange rien à la hausse des prix. Inflation record en France au mois d'avril, 4,8% sur un an. Ce niveau n'a pas été atteint depuis 37 ans. Flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation. Le SMIC va augmenter demain d'une trentaine d'euros. Maintenant réélu, Emmanuel Macron reprend donc son activisme diplomatique. Long entretien téléphonique à la mi-journée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et dans les pas du président américain Joe Biden cette semaine, eh bien, le président français annonce à son tour un renforcement de l'aide militaire apportée par la France à l'armée ukrainienne. On parle d'armement d'envergure. Les précisions avec Camilla Giudice. Renforcer l'appui de la France à l'Ukraine en livrant de nouvelles armes et plus d'aide humanitaire. Voilà la promesse faite au téléphone par Emmanuel Macron à son homologue ukrainien. Le président de la République a réaffirmé auprès du président Zelensky sa volonté d'œuvrer activement lors de son second mandat à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a lui profité de cet appel pour remercier Paris après ses envois de matériel militaire d'envergure, je cite. Quand on parle d'envergure, ça veut dire que ce sont des armes qui ont une portée, si vous voulez, sur le terrain. Et on pense en particulier au canon César. Ça a été publié. On sait qu'on va fournir ces armements-là à l'Ukraine. On a entraîné des personnels ukrainiens. C'est des armements qui permettent de frapper à distance, à grande distance. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui aux Ukrainiens. En ce qui concerne l'aide humanitaire, d'après l'Elysée, la France a d'ores et déjà acheminé 615 tonnes d'équipements en Ukraine. Cela comprend du matériel médical, des groupes électrogènes pour les hôpitaux, de l'aide alimentaire et pour l'hébergement, ainsi que des véhicules d'urgence. Des armes françaises supplémentaires, des armes d'envergure. La France monte-t-elle d'un cran dans son appui à l'Ukraine? Écoutez l'analyse d'Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. La promesse d'un chef d'État réélu au président Volodymyr Zelensky, c'est la deuxième fois qu'il s'entretenait depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Le premier coup de fil, c'était juste le lendemain du second tour de l'élection présidentielle. Et effectivement, cette promesse donc du chef d'État français réélu au chef de l'État ukrainien, avec effectivement non seulement le maintien de cette stratégie d'aide à l'Ukraine, mais même son renforcement, puisqu'Emmanuel Macron a promis lors de son second mandat, et je cite l'Élysée qui nous relaye donc
les éléments de cette conversation, devrait activement rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et puis de renforcer le soutien militaire qui est apporté à l'Ukraine, mais aussi l'aide humanitaire qui est envoyée sur le territoire ukrainien. Comme à chaque fois, très peu de détails sur la nature de l'armement, des armements envoyés en Ukraine, mais cette phrase tout de même qui nous est relayée, Volodymyr Zelensky a remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. C'est la première fois que ce terme est évoqué dans les débriefs des échanges entre les deux hommes. Donc ça suppose effectivement un contingent de matériel d'armes assez conséquent. En ce qui concerne l'aide humanitaire, un petit bilan a été fait entre les deux chefs d'État. Jusque-là, la France a envoyé en Ukraine et va donc renforcer cette aide humanitaire de 615 tonnes d'équipement, matériel médical, groupe électrogène, aide alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence, et puis un appui aussi logistique en ce qui concerne les envois de gendarmes et de magistrats qui continuent d'enquêter sur les possibles crimes de guerre, notamment à Boutcha. Et là aussi, la promesse a été faite par Emmanuel Macron que non seulement cet appui logistique serait maintenu, mais également renforcé. Patrick Martin-Genier est toujours avec nous cet après-midi sur BFM TV. Cette intervention, Emmanuel Macron qui suit donc Joe Biden qui a annoncé, on le rappelle, cette thèse colossale de 20 milliards de dollars. Est-ce que c'est une ligne aujourd'hui à suivre par la communauté internationale pour soutenir l'Ukraine? C'est indispensable. Tout à fait, incontestablement. Si on veut soutenir l'Ukraine, le président de la République, vous l'avez entendu, a parlé de souveraineté territoriale de l'Ukraine, alors que celle-ci n'est plus du tout respectée, et que Vladimir Poutine veut le Donbass, il veut reconnaître l'indépendance de la Crimée, et donc il est indispensable pour permettre la défense de l'Ukraine et de sa souveraineté territoriale et politique de renforcer considérablement les moyens matériels, logistiques. Ça, c'est important. Avec les États-Unis qui se sont posés en chef de file de la défense de l'Ukraine, manifestement, les Européens maintenant, qui étaient déjà quand même, avaient fait des efforts très importants, et bien vont franchir une étape supplémentaire, logistique, matérielle, militaire, pour ces armes dites offensives, qui vont véritablement permettre de poursuivre cette offensive contre les Russes, qui n'atteignent pas leurs objectifs dans le Donbass, qui ont des problèmes de morale, des problèmes de logistique. Les services secrets britanniques viennent de dire qu'ils essayaient de regrouper leurs unités disparates dans donc le Donbass, et même l'appui aérien russe pour les troupes russes, eh bien, ne sont pas efficaces. Donc, il faut des armes parce que c'est la seule solution pour permettre aux forces ukrainiennes de reconquérir du terrain dans le Donbass et de recouvrer cette souveraineté territoriale. Et vous le disiez, l'armée russe connaît des difficultés sur le front, sur le terrain. L'Ukraine revendique même des succès tactiques. 14 attaques ennemies ont été repoussées ces dernières heures dans le Donbass. Voilà ce qu'affirme le gouvernement ukrainien, alors que l'Est est toujours pilonné par l'artillerie russe. La résistance semble ralentir la progression de l'armée de Vladimir Poutine. Camilla Giudice. À Kharkiv, les habitants qui n'ont pas fui sont sous le feu incessant des soldats russes. Privés de communication, d'eau ou d'électricité, certaines familles survivent en cuisinant dans la rue, pourtant à découvert. Hier soir, ils nous ont bombardés très fort. On a tous couru se réfugier dans le bâtiment. Les bombardements éventrent maisons et immeubles d'habitation. D'après les combattants ukrainiens, ce sont surtout des quartiers résidentiels qui sont visés. Les Russes tirent des roquettes et de l'artillerie. Parfois, ce sont des tanks qui tirent. Ils utilisent toutes leurs munitions contre des zones d'habitation. Ils se fichent de savoir ce qu'ils visent et c'est impossible d'anticiper où ils vont tirer. Mais dans la région de Kharkiv, comme partout dans l'est de l'Ukraine, les soldats russes peinent à gagner du terrain, avançant lentement et de façon inégale selon le Pentagone. Ce que confirme le président ukrainien. La situation dans la région de Kharkiv est difficile. Mais nos troupes et nos services de renseignement remportent des succès tactiques importants. Face à des Russes qui patinent, les soldats ukrainiens creusent des tranchées, s'installent et attendent l'envahisseur, comme ici à Liman. Et tout au sud de la ligne de front, à Mariupol, l'usine Azovstal, bastion de la résistance, tient toujours. Une centaine de civils et des militaires sont retranchés dans les souterrains de ce gigantesque complexe métallurgique que les Russes, nouveaux maîtres de la ville, bombardent sans arrêt. Pourquoi sommes-nous seuls contre les avions et les navires et contre l'artillerie qui n'arrête pas de tirer depuis 64 ans? Ce n'est pas une erreur, car à Mariupol, un jour compte pour une année. Pour l'heure, aucune tentative d'évacuer les civils de Mariupol n'a été menée à terme. Patrick Martin-Genier, le ministre russe des Affaires étrangères, a affirmé, Sergueï Lavrov, que
Tout se passait bien, pourtant, sur le terrain. Évidemment, on n'en attendait pas moins de sa part. Conformément au plan, c'est ce qu'il a déclaré. C'est pas ce qui semble vraiment se produire. Quelle est la situation réelle de l'armée russe dans cette zone du Donbass, à l'est de l'Ukraine ? Eh bien, elle rencontre quand même de grandes difficultés, même si, attention, il y a un rouleau compresseur russe qui est là. On l'a bien vu à Mariupol. Il tente d'avancer, mais il y a de vraies difficultés, notamment sur l'aspect logistique, sur l'aspect matériel. Leurs forces sont disparates, ils essayent de les regrouper. On a vu que les Ukrainiens avaient repris certains villages considérés comme stratégiques, et donc ils n'avancent pas comme ils le souhaitaient. Et donc, on peut craindre, à la veille du 9 mai, bientôt encore 8 jours, qu'ils déclenche une nouvelle offensive majeure. On sait qu'il manque de personnel. Ils avaient relancé la conscription. Donc on voit bien qu'ils se heurtent à de très grandes difficultés, à la fois matérielles, logistiques, en termes de forces disparates. Ils n'avancent pas comme ils le souhaiteraient. Et aussi en termes de morale. Certains ont même dit que l'armée avait des difficultés, les soldats avaient des difficultés à se faire payer par l'armée russe. Vous voyez, il y a toute une série de problèmes qui fait que finalement, ça n'avance pas comme ils veulent. Monsieur Lavrov est obligé de dire face aux Russes, de dire qu'ils continuent comme avant. On dit que Vladimir Poutine est persuadé d'avoir gagné la guerre. Vous savez qu'on n'ose pas vraiment lui dire la vérité. Il a lancé cette opération avec quelques conseillers restreints. Et donc, ça ne tourne pas comme il le souhaitait. Le 9 mai, ça va être une date charnière et pour laquelle tout le monde s'inquiète. Soit il va proclamer la victoire, soit ça va être le début d'une nouvelle offensive majeure pour réaffirmer sa volonté de continuer à conquérir à la fois le Donbass et garder évidemment la Crimée. Parce qu'on parle de souveraineté territoriale. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, et c'est les Russes qui l'ont reconnu, que les négociations de paix sont gelées, sont au point mort. Et donc il n'y a rien parce qu'en réalité, ils veulent avancer militairement avant de pouvoir éventuellement aller plus loin dans ce qu'on appelle les négociations. Et regardez ces images de Kiev cet après-midi, une manifestation place Maïdan en plein cœur de la capitale ukrainienne, en présence notamment de familles, des combattants qui sont toujours retranchés à Mariupol, dans l'usine Azovstal. C'est la dernière poche de résistance dans le port du Sud. Ces manifestants ont réclamé la prise en compte de la défense de ces civils, notamment parce qu'il y a aussi des civils qui sont retranchés, et notamment réclamé la négociation de couloirs humanitaires pour sauver ces civils. Patrick Martin-Genier, on parlait encore vendredi, annonce russe d'un couloir humanitaire pour sauver les civils. Ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais de couloir humanitaire pour sortir les civils. Non, malheureusement, à chaque fois qu'on a parlé de couloirs humanitaires et de vrais couloirs humanitaires, de permettre à sauver des civils, mais également des enfants, il y aurait plusieurs dizaines d'enfants dans cette usine d'Azovstal, de sortir. C'est quoi un couloir humanitaire? C'est permettre de sortir, d'avoir des soins, d'avoir de la nourriture, de l'eau et de pouvoir être soigné. Eh bien, ces notions n'ont jamais été respectées par les Russes, qui en réalité n'ont mis en place que des couloirs destinés à exfiltrer des Russes vers le territoire russe. Ce sont de véritables déportations. Et donc, malheureusement, à chaque fois que les Russes parlent d'un couloir humanitaire, eh bien, ils ne respectent pas les conditions mêmes pour respecter l'évacuation des civils en toute sécurité. Non, il y a des civils, il y a aussi des combattants de cette unité Azov qui sont encore retranchés, quelques milliers. Là, ces personnes demandent aussi, les familles qui sont à Kiev rassemblées, demandent aussi à ce que ces combattants soient pris en compte dans les négociations d'évacuation. Pourquoi est-ce que la Russie accorderait cette demande ? C'est très difficile, en effet, sauf à ce qu'il y ait quelques échanges de prisonniers. Ils ne portent pas dans leur cœur ce bataillon Azov, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'ils traitent de nazis. Voilà, qu'ils traitent de nazis. Il est vrai qu'il y a des nationalistes parmi eux. Il y a peut-être également quelques nazis, effectivement, des gens nostalgiques du nazisme. Mais vous savez, là-bas, les nationalistes ukrainiens, c'est même pas 2%. Mais il est vrai que dans ce bataillon, il n'a pas forcément bonne réputation non plus. Ils se battent. Et donc, ce que l'on peut redouter, c'est qu'il y ait effectivement des exécutions sommaires, une bataille jusqu'au bout. Or, nous sommes en guerre, les prisonniers de guerre, ça existe. Du côté ukrainien, il y a des prisonniers de guerre, il y en a du côté russe, et donc il pourrait y avoir des échanges de prisonniers comme cela a pu avoir lieu. Mais il faut le redouter, car le bataillon Azov ne veut pas se rendre, et donc la difficulté aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord pour se rendre finalement et agiter le drapeau blanc
mais ça risque d'être extrêmement difficile. Voilà, cette usine totalement assiégée à Mariupol, dernière poche de résistance. Depuis le début de la guerre, la situation autour des centrales nucléaires préoccupe aussi particulièrement, et c'est le cas notamment de celle de Zaporijia au sud de l'Ukraine, au bord du fleuve Dniepr. L'armée russe en a pris le contrôle début mars, et depuis, les inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'y ont plus accès et les combats sont tout proches. Écoutez l'alerte lancée ce matin par le président ukrainien. C'est toujours une grande menace, parce qu'en ce moment, les troupes russes occupent en partie la centrale d'Enerodar. Les militaires russes ont encerclé la centrale de Zaporijia. Ils ont tué plusieurs personnes et tiré sur des installations nucléaires. Au début d'ailleurs, on a dit à l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'il n'y avait pas eu de coup de feu. Ça n'est pas vrai. Patrick Martin-Jeunier, les propos du président Zelensky confirment ceux de l'AIEA qui parlait de bombardements à faible altitude près de cette centrale nucléaire. Ça fait penser à ce qui s'est passé à Tchernobyl, à ces soldats russes qui ont creusé des tranchées au plus près d'une centrale nucléaire. Qu'est-ce qui est à craindre auprès de cette centrale nucléaire de Zaporijia? Alors, vous savez, les centrales nucléaires sont très sécurisées normalement, donc protégées contre les éventuels bombardements. Mais on ne peut pas exclure effectivement qu'une frappe puisse venir soit sur la centrale nucléaire elle-même, soit sur des conduites d'évacuation de cette centrale, ce qui peut comporter des risques. Vous rappeliez des tranchées qui ont été creusées à l'extérieur. Et dès lors qu'un équipement de cette importance stratégique, qui comporte des risques très très importants de contamination, et pas uniquement en Ukraine, mais partout en Europe finalement, c'est extrêmement inquiétant lorsque le personnel extrêmement qualifié qui travaille sur place n'est pas en situation de travailler normalement. Et qu'il n'a plus de contrôle. Il n'a plus le contrôle, et donc ce sont des gens très, très compétents. Ils ont le stress, en plus de savoir qu'ils sont en réalité prisonniers, qu'ils sont toujours sous surveillance. Donc cela peut entraîner des incidents, non seulement par les bombardements, mais également par des mauvais fonctionnements, un dysfonctionnement à l'intérieur de ces centrales. Et c'est ça que redoute aujourd'hui l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et après les horreurs commises à Boutcha, dans la région de Kiev, vous vous souvenez des macabres découvertes qui avaient suivi le retrait des troupes russes. La chasse aux bourreaux a commencé, la chasse judiciaire. Les enquêteurs ukrainiens avancent. 10 soldats russes ont été mis en examen, ce sont les tout premiers. Et 8000 cas d'exaction ont été recensés depuis le début de la guerre. Les survivants continuent de raconter l'horreur qu'ils ont vécue. Emmanuel Binet. Au milieu des ruines, des rations militaires, un manuel de combat et au sol, ce qui semble être du sang. Partout, des traces de l'occupation russe, car la maison de Vitali a été réquisitionnée pour détenir des prisonniers. Ils étaient encapuchonnés avec des sacs sur la tête, des sacs de sucre blanc. Leurs bras étaient attachés et ils devaient se tenir sur leurs genoux. Il y avait aussi 3 soldats russes qui portaient des fusils automatiques. Au moins 7 personnes sont interrogées et torturées. Dans leur pavillon de 2 étages, Vitali et sa fille de 20 ans ont eux aussi été retenus captifs, enfermés dans la cave. Même quand nous ne tremblions pas à cause du froid, je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. J'étais allongé et j'entendais tout ce que les Russes faisaient aux prisonniers. Témoigner pour raconter l'horreur qui s'est déroulée à Boutcha. Après le retrait des soldats russes, les troupes ukrainiennes découvrent des dizaines de corps. Certains ont les mains liées dans le dos. Cet homme, lui, a été fauché sur son vélo. Depuis son grenier, Victor a assisté aux exécutions et a photographié les corps pour récolter des preuves. Ce sera utile. Les enfants, les petits-enfants pourront voir ce qui s'est passé ici avec ces saletés de Russes. Ils ont déjà vu. Je pense qu'ils s'en souviendront pendant des centaines d'années. C'est une horreur. Un cauchemar, tout simplement un cauchemar. Jeudi dernier, le procureur général d'Ukraine a annoncé la mise en examen de 10 soldats russes pour des crimes présumés à Boutcha. Que penser à présent de cette séquence? Depuis plusieurs jours déjà, la télévision d'État russe, Russia One, diffuse des déclarations d'analystes qui assurent qu'une nouvelle guerre mondiale est imminente, que la Russie va utiliser ses armes nucléaires pour se défendre. Et jeudi, l'un d'entre eux a même proposé d'utiliser les missiles Sarmat pour raser le Royaume-Uni. Infographie à l'appui. Il explique que la France, par exemple, pourrait elle aussi être rasée en à peine 200 secondes. То есть вопрос в том, что ее еще нужно избить, попытаться. Это не сбиваемая ракета. То, что у них, он говорит, у нас это ограничено, у нас есть чем сбивать.
Посмотрим. От Калининграда до Берлина 106 секунд, от Калининграда до Парижа 200 секунд. Вас интересует Лондон 202 секунды. Вот, я про это. Поэтому им эту картинку надо тоже показывать. Знаете, ребят, вот смотрите, ну хорошо, вы приезжаете, вот вам картинка. Считайте посекундно. Что ты успеешь? Ага, куда? Да, все, здравствуйте, пролетело. Ну пускай думает. Секундомер ему дать, на, 200 секунд отсчитать. Ну да, вот так надо с ними. По-другому никак. Они не понимают. Patrick Martin-Genier, il faut que les Français voient cette infographie. C'est un peu ce que dit le présentateur. 200 secondes pour frapper Paris, une centaine de secondes pour frapper Berlin. On voit la communication, la propagande. Il y a cette guerre de la communication aussi derrière qui se joue dans les médias russes. Mais cette propagande est tellement hystérique qu'elle ne compte pas. Hein. On sait très bien qu'il faut que les médias fassent une propagande à destination des Russes, dont certains pensent maintenant de plus en plus, d'ailleurs, bien même si Vladimir Poutine a encore le soutien de sa population, que cette guerre est difficile. Il y a quand même des médias là-bas, il y a quand même des réseaux sociaux qui ne sont pas sous la censure. Et donc, c'est une propagande complètement hystérique qui vise effectivement surtout à destination de la population russe. Mais ce discours est tellement excessif qu'il ne compte pour rien. D'ailleurs, les États-Unis ne s'affolent pas. Il n'y a pas de raison de s'affoler. Il faut le dire quand même aux Françaises et aux Français qui nous écoutent. Il n'y a pas de raison d'être affolés. Car si jamais on nous envoyait des missiles sur Paris ou sur Londres, immédiatement, il y aurait une riposte, voire nucléaire, sur la Russie, sur le Kremlin. Donc, évidemment, personne n'a intérêt à avoir ce genre de langage. Et pour être complètement rassuré, quand même si M. Lavrov a un langage agressif, il a quand même dit qu'aucun pays n'avait intérêt à avoir une guerre nucléaire, aller plus avant. Donc ça, c'est de la pure propagande, c'est du lavage de cerveau des Russes, mais ça n'ira guère plus loin. Ce sont des gens qui sont complètement excités, qui ne sont même pas des journalistes ou des présentateurs, mais ce sont des gens qui sont à la solde du pouvoir russe. Merci Patrick Martin-Genier. On vous retrouve dans notre journal de 16h30 pour poursuivre évidemment le suivi de cette actualité en Ukraine. Venons-en à présent à cet autre grand titre de l'actualité en France. C'est un sujet sans aucun doute qui va alimenter les manifestations prévues demain pour le 1er mai. La hausse des prix, l'inflation qui atteint, vous le voyez, des sommets, 4,8% supplémentaires au mois d'avril par rapport à l'année dernière. C'est du jamais vu depuis 37 ans. Emmanuel Binet. Chez Monique et Patricia, les courses se font en famille avec une seule règle, ne pas dépasser le budget. Alors pour dépenser le moins possible, chacune a sa technique. Je vérifie sur place le prix du kilo, le prix du litre avant d'acheter quoi que ce soit. Et quand il y a des promos par lot, je vérifie parce que souvent de fois à la pièce c'est moins cher. Avec 2 enfants à charge, Patricia, elle, a dû changer ses habitudes et délaisser certains produits. On achète des marques moins chères. Souvent les marques du magasin ou voire même les sous-marques pour arriver à sortir en caisse avec pas un montant de folie, quoi. Depuis le début de l'année, l'inflation a bondi de 4,8% selon l'INSEE. Matières premières, alimentation ou encore hygiène, la liste des produits concernés est longue. C'est terrible sur l'huile, sur le beurre, sur la farine. La viande, voilà, les fruits surtout, les légumes. Franchement, c'est abusé, quoi. Pour alléger le ticket de caisse, certains consommateurs traquent les promotions, cumulent les points de fidélité et délaissent les supermarchés classiques au profit des enseignes à bas prix. Je regarde toutes les promotions toutes les semaines et après c'est beaucoup du hard discount, Lidl, Aldi, surtout ça. Et vraiment après ce qui manque, je vais Intermarché, Leclerc, dans les plus grands, quoi. Mais sinon c'est surtout du hard discount. Les produits alimentaires ne sont pas les seuls concernés par cette augmentation. Après une légère accalmie, les prix des carburants repartent à la hausse depuis 2 semaines. Vous restez avec nous dans un instant sur BFM TV. Nous revenons sur la situation en Ukraine et cette promesse d'Emmanuel Macron faite au président ukrainien Zelensky lors d'un coup de fil à la mi-journée. La France va livrer plus d'armes, des armes d'envergure et renforcer son aide humanitaire. Voyez ce tweet publié il y a quelques minutes par le chef de l'État. Volonté de continuer à œuvrer pour la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. 615 tonnes d'équipements ont déjà été acheminées. On y revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tombé. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux.
Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com, là. Et pourquoi Arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros, On préfère MAF Pro. 800 000 clients professionnels font confiance à la MAF. c'est rassurant. Je préfère la MAF. J'ai pris pratiquement plus de 40 kilos en 3 ans. J'en suis arrivée à peser 125 kilos. Et j'ai réagi en appelant le service client comme j'aime. Et voilà, 57 kilos en moins. Je me suis vue faire des choses que je ne faisais plus, c'est-à-dire du sport, du tennis de table, que j'ai repris 30 ans après, du cardio latino, de la Zumba. Alors vous aussi, testez la première semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Dans quelques secondes, mamie va dire le nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Série événement, en ce moment seulement sur Canal+. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. 100 jours d'essai satisfaits ou remboursés sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Déjouez la ville avec le i2008 100% électrique. En ce moment, Peugeot vous offre jusqu'à 3 500 € d'avantages clients. Les papas, ce sont tous des héros sur RMC Découverte. Et bah moi, mon papa, c'est le plus grand aventurier de partout sur Terre. Il faut être méticuleux, ordonné. Et bah moi, c'est le meilleur réparateur de petites voitures de tous les réparateurs. Vous êtes très bons les mecs. Et bah moi, mon papa il coupe des arbres plus grands que les arbres de l'école. Et même qui sont plus grands que ça. Attention à toi là-bas! Moi, c'est le plus grand creuseur de trous de tout l'univers. Et même que dedans, il trouve des jouets incroyables. Moi, mon papa, il se bat contre des monstres marins tellement gros qu'on dirait des baleines préhistoriques géantes. À un moment, les carangues, ça nage très très vite. Tu devrais donner un coup de marteau. Moi, mon papa, il construit des cabanes plus belles que le château de la Belle au Bois dormant. Regarde comme elle est belle. À l'occasion de la fête des pères, RMC Découverte part à la recherche du papa héros 2022. Si tu penses que ton papa est le plus grand de tous les héros, inscris-le au casting RMC Découverte. Toutes les informations sur RMC BFM Play. La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse.
Et d'excellentes nouvelles pour commencer pour les vacanciers de la zone C. Paris, Toulouse, Montpellier qui jouent les prolongations la semaine prochaine. Une semaine à nouveau assez belle, printanière, avec de belles éclaircies et des températures qui vont souvent s'approcher des 20 degrés dans l'après-midi. Il y a cet anticyclone toujours aussi puissant à plus de 1030 hectopascales en direction des îles britanniques. À l'arrière, il y a tout de même cette goutte froide qui va peu à peu se faufiler. Elle va nous apporter quelques passages nuageux supplémentaires pour ce dimanche en matinée. Principalement débordements en descendant vers le bassin parisien, le Limousin. On aura un ciel chargé, des brumes, des brouillards assez nombreux au sud de la Garonne. Peu à peu, ça va se morceler tout de même dans l'après-midi. En revanche, en liaison avec cette fameuse goutte froide, on va retrouver quelques ondées près des côtes de la Manche. En seconde partie de journée, pas mal de nuages dans le Grand Est. Un temps beaucoup plus lumineux, parfois instable en allant vers les reliefs du sud. Les températures sont un peu justes au nord, en matinée notamment. Ce sera un peu frais pour les vendeurs de muguet. 3 degrés du côté de Reims, mais 15 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, ce seront des températures de saison globalement. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. C'était votre programme avec Visite Corsica. Tourisme d'affaires, l'autre tourisme de la Corse. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, près d'1h30 de conversation téléphonique aujourd'hui et une promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, livrer plus d'aide humanitaire, logistique, mais aussi des armes d'envergure, comprendre des armes offensives. La ligne rouge avec la co-belligérance semble de plus en plus ténue. Pendant ce temps, sur le terrain, l'offensive russe dans le Donbass ne progresse pas aussi vite que prévu, ralentie par la résistance ukrainienne. Kiev revendique même plusieurs succès tactiques et affirme avoir détruit 1 millier de chars russes depuis le début de la guerre. À Moscou, le Kremlin martèle que tout se passe comme convenu. On décryptera la situation avec notre invité Patrick Martin-Genier. Plus 4,8%, c'est l'évolution de l'inflation annoncée aujourd'hui par l'INSEE sur un an, la plus forte hausse depuis 37 ans. Les prix qui augmentent alors que démarre le second mandat d'Emmanuel Macron et que près de 250 manifestations auront lieu demain en France à l'occasion du 1er mai sur fond de contestation sociale. Et puis la Chine face à Omicron. Après Shanghai, c'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions en pleine semaine de vacances liées à la fête du travail. Et face à la pire flambée des cas depuis 2020, il faudra désormais un test négatif pour accéder aux transports en commun et à différents lieux publics. Et moins d'une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron est de retour aux affaires internationales. Il s'est entretenu à la mi-journée aujourd'hui pendant près d'1h30 avec Volodymyr Zelensky. Depuis quelques jours, la France, longtemps restée discrète sur son aide militaire à l'Ukraine, dévoile les détails de ses armes envoyées à Kiev. Le président ukrainien a souvent reproché à Emmanuel Macron de ne pas en faire assez. Leur échange aujourd'hui a évolué sur la question. Les détails de cette conversation avec Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Ça a évolué effectivement dans les éléments que nous donne l'Elysée à la suite donc de cet appel téléphonique qui a duré un peu plus d'1 heure entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Et on nous dit que Volodymyr Zelensky lui-même a remercié la France pour son envoi d'armes d'envergure. Et l'Elysée précise également qu'Emmanuel Macron a promis de renforcer son soutien à l'Ukraine en termes d'aide militaire et en termes d'aide humanitaire. Un petit point sur l'aide humanitaire. 615 tonnes d'équipements à 7 heures. Jusque-là, matériel médical, groupe électrogène, aide alimentaire, aide pour hébergement, véhicules d'urgence. Comme à chaque fois, très peu de détails sur les armes qui sont effectivement envoyées en Ukraine, mais donc ces mots de Volodymyr Zelensky qui remercie la France pour son envoi d'armes d'envergure. Sur le terrain politique, c'était aussi la promesse d'un président réélu. Ils se sont eu très rapidement au téléphone, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, le lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, pour que le chef d'État ukrainien félicite le chef de l'État français. Mais donc il y avait la promesse d'un président réélu à adresser au président ukrainien. C'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a promis lors de son second mandat à Volodymyr Zelensky d'œuvrer activement, je cite, à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il y avait 2 autres points qui ont été abordés entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. C'est le soutien aussi à la partie juridique qui est en train de se dérouler sur le territoire ukrainien. Vous savez que la France a envoyé des gendarmes et aussi des magistrats pour enquêter sur des possibles crimes de guerre, notamment à Boutcha. Ce soutien va se maintenir et même se renforcer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Et puis
la préparation dit d'un statut de neutralité si jamais à un moment l'Ukraine réussit à sortir de cette guerre. En tout cas, des mots d'inquiétude quand même dans la bouche du chef de l'État qui décrit une situation insupportable à Mariupol et qui dit que malgré ses appels répétés à Vladimir Poutine de respecter le droit international, eh bien les bombardements se poursuivent et ils se sont même poursuivis. C'était un motif d'inquiétude, vive inquiétude, dit l'Élysée jeudi lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu à Kiev et qu'à ce moment-là, la ville a été bombardée par l'armée russe. Et Patrick Martin-Genier est toujours avec nous cet après-midi pour décrypter cette situation en Ukraine, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales. Regardez ce qu'a écrit tout à l'heure Emmanuel Macron sur Twitter à la suite de cette conversation téléphonique avec le président ukrainien. Volonté donc de continuer à œuvrer pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et ce chiffre, 615 tonnes d'équipements ont déjà été acheminés pour soutenir l'Ukraine. Le président français, il se met dans les pas de Joe Biden avec ses annonces du jour en parlant d'armes d'envergure. Il semble penser qu'on monte d'un cran dans le soutien militaire. Je rappelle que Joe Biden a annoncé une aide colossale cette semaine. Oui, face à ce plan américain majeur, qui est une nouvelle étape dans le soutien total à l'Ukraine, on peut dire que le président de la République française, mais aussi l'Europe, emboîte le pas aux États-Unis dans cette volonté d'apporter une aide totale. On est dans le soutien total, sans ambiguïté, dans le soutien de l'Ukraine face à l'agresseur russe. Donc c'est très important. Il y a l'aide militaire dont vous avez parlé, mais cette aide, l'aide militaire, mais l'aide humanitaire est très importante. Pourquoi ? Parce que on a des enfants, des habitants, des civils qui meurent de faim, notamment à Mariupol. Il y a quand même plusieurs dizaines de milliers, encore 100 000 personnes présentes à Mariupol. Et donc, effectivement, cette aide humanitaire est essentielle. On a détruit des hôpitaux, des maternités, des écoles, des crèches. On voit des jardins d'enfants où il y a des missiles qui sont arrivés. Il faut cette aide, c'est considérable. Et donc, cette aide humanitaire, dans un premier temps, est importante. Viendra après la reconstruction de l'Ukraine. Mais sur le plan militaire, c'est effectivement une aide sans ambiguïté, avec cet armement lourd, destiné à permettre aux Ukrainiens de reconquérir du terrain. Et d'ailleurs, dans le Donbass, a priori, les Ukrainiens ont repris quelques villages qui, selon eux, sont stratégiques. Et très brièvement, il y a aussi un signe peut-être de vouloir aussi arrimer l'Ukraine à l'Europe prochainement. Ça pourrait se faire au mois de juin. Vous avez vu d'ailleurs, parce que c'est normal. Alors, M. Macron, c'est le président en exercice du Conseil de l'Union européenne, mais on a vu Charles Michel, qui est le président du Conseil européen permanent. Et puis, on a vu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est allée sur place pour effectivement montrer l'engagement de l'Europe à arrimer l'Ukraine à l'Union européenne. Et il faut dire que dès le Conseil européen du mois de juin, eh bien, la décision sera prise d'octroyer le statut de candidat officiel à l'Union européenne pour l'Ukraine. Et ça, c'est quelque chose, un message politique très important. Et on va aller maintenant sur le terrain en Ukraine, retrouver l'une des équipes de BFM TV alors que les Russes intensifient leur offensive sur le Donbass à l'est. Nos envoyés spéciaux Anne-Sophie Varmont, Stéphane Bojar et Denis Timochenko ont pu se rendre dans le tout dernier village juste avant la ligne de front, à Orikiv, à la rencontre de ces habitants qui sont restés malgré les bombardements. Orikiv est à seulement quelques kilomètres de la ligne de front. La zone est régulièrement bombardée par les troupes russes. C'est bombardé tous les jours. Hier, ça a bombardé tellement fort qu'il y avait beaucoup de fumée et qu'on ne faisait plus la différence entre le ciel et la terre. D'ailleurs, quelques mètres plus loin, nous voyons une usine qui fume encore. Elle vient d'être touchée par une frappe. Cet autre bâtiment était l'école du village, aujourd'hui inutilisable. Derrière le chemin de fer, il y a l'école qui a été détruite à cause d'un bombardement russe. Mais nous devons déjà repartir. Les militaires et pompiers qui nous accompagnent nous disent qu'il ne faut pas rester statique. Question de sécurité. À Orikiv, les rues sont presque désertes. Il faut dire que près de la moitié de la population est partie. Essentiellement les femmes, les enfants. Il ne reste plus que les hommes et les personnes âgées parce que les conditions de vie ici sont extrêmement difficiles. L'électricité est coupée et la station est arrêtée, donc il n'y a plus d'eau non plus. Pour manger, il y a juste l'aide humanitaire. Certains habitants nous disent rester par manque d'un autre endroit où aller, d'autres pour résister. Mais tous avouent ressentir la peur constante du prochain bombardement.
Souvenez-vous, il y a un mois environ, début avril, le monde découvrait l'horreur à Boutcha, dans la région de Kiev, après le retrait des troupes russes. Une ville totalement détruite, des cadavres qui gisaient au sol par centaines. L'Ukraine et les pays occidentaux y accusent la Russie de massacres, de crimes de guerre. Et jeudi, 10 premiers soldats russes ont été mis en examen dans le cadre d'enquêtes. Le procureur de Boutcha affirme avoir des preuves irréfutables de leur culpabilité. Au cours de ces 14 jours, ils ont torturé les gens, les mains dans le dos, ils ont entravé leurs pieds, ils frappaient sur différentes parties du corps, les jambes, la poitrine, les bras. Ils faisaient des exécutions, des semblants d'exécution, donc à l'égard des gens qui n'étaient absolument pas des militaires, qui étaient juste des habitants de Boutcha, des habitants civils de cette ville. Nous avons établi toutes les circonstances, nous avons des preuves irréfutables de ces crimes des militaires de la Fédération de Russie. Patrick Martin-Genier, je reviens vers vous. On sait que la France aide aussi les Ukrainiens dans leurs enquêtes pour accumuler les preuves de ces crimes de guerre. Est-ce qu'on peut un jour imaginer que ces soldats russes, pour l'instant ils sont 10 à être mis en examen, que des gradés militaires russes sont un jour jugés lors d'un procès? Ou est-ce qu'on est sur une procédure plus symbolique qu'autre chose? Je ne pense pas que ce soit symbolique, mais ce sera très long. Parce qu'il faut d'abord accumuler les preuves, avoir les visages, avoir des preuves irréfutables, comme cela vient d'être dit. Et il faudra une coopération des systèmes judiciaires nationaux et internationaux. Vous avez vu que la Cour pénale internationale avait envoyé des procureurs sur place. Une trentaine de pays sont d'accord. On a vu que la France, l'Union européenne également, apportait à la fois une coopération en termes policières et en termes de magistrats, de la magistrature, des spécialistes des guerres et des crimes de guerre. Et donc c'est très important pour récolter toutes les preuves irréfutables qu'on va devoir effectivement classer. On a vu un monsieur qui prenait des photos de telle façon que ces gens puissent être portés devant des juridictions non seulement nationales, l'Ukraine pourra très bien juger ces soldats si on trouve des preuves, mais également devant des juridictions internationales. Le Conseil de l'Europe, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté cette semaine une délibération pour la création d'une juridiction spécialisée pour juger les crimes de guerre commis en Ukraine. Donc ce sera très important, juger ceux qui ont commis ces crimes directement, mais également tous ceux qui ont donné des ordres et des ordres de tuer des gens, de terroriser la population, et donc pas uniquement les exécutants, mais également les donneurs d'ordre. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier de nous avoir accompagnés cet après-midi, d'avoir répondu à nos questions sur cette actualité en Ukraine. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes internationales. On en vient à présent à cette autre actualité qui concerne votre pouvoir d'achat. Les chiffres de l'inflation viennent d'être communiqués par l'INSEE, vous le voyez, qui annonce une hausse significative de près de 5%, plus 4,8% en un an. C'est beaucoup plus que c'est un record depuis 35 ans. C'est cette inflation, cette hausse des prix qui concerne majoritairement l'alimentation ou encore l'énergie. Et mécaniquement, à compter de demain, 1er mai, le montant du SMIC va augmenter. Le montant horaire brut augmente de 28 centimes pour atteindre 10,85 € brut de l'heure. C'est une augmentation de 2,65%. En gros, c'est 33 € supplémentaires par mois pour quelqu'un qui travaille 35 heures. Mais pour des PME qui font déjà face à l'augmentation de leurs charges, hausse des prix de l'énergie notamment, bien cette augmentation du SMIC peut s'avérer compliqué à appliquer. Guillaume Barki. Thomas est le gérant de ce fast-food. Au menu, burger exclusivement composé de produits frais. Et sur toutes ces matières premières, les prix sont à la hausse. Quand j'ai commencé il y a plus d'1 an, sur les tomates, on était à 1,80 €, 2 € le kilo. Là aujourd'hui, quand je vais acheter mes tomates, on est à 3 €, 3,50 € le kilo. Et malheureusement, d'après mes fournisseurs, ça va continuer à augmenter. Des prix à la hausse qui coïncident avec l'augmentation du SMIC pour ses employés. Thomas embauche 4 salariés, mais pour l'instant, il l'assure, il ne répercutera pas la hausse sur les prix ou sur la qualité. On ne va pas baisser en qualité de produit. Je ne compte pas appliquer un tarif supplémentaire à mes clients sur ma carte. On va clairement devoir serrer les dents. Des salariés comme Alexis vont toucher 33 € net supplémentaires sur leur feuille de paye. Je suis assez satisfait de cette augmentation. Après, je ne sais pas si je vais avoir un réel pouvoir d'achat supplémentaire. Parce que je ne sais pas si c'est 30 € par mois que je vais gagner en plus vont réellement changer ma vie. En France, 2 millions de salariés sont payés au SMIC.
Et on en passe à présent à ce week-end chargé sur les routes en raison des vacances scolaires. Et ça continue évidemment. Encore une semaine pour la zone C, la dernière en vacances. On va faire le point sur vos conditions de circulation. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque en autoconsommation pour maisons individuelles. Groupeverlaine.com. Et ce samedi a été classé orange dans le sens des départs en Ile-de-France, sévère au niveau national. Demain, ça devrait bien rouler dans les deux sens. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com. 16h42, restez avec nous. Dans quelques minutes, nous allons partir en Chine face à Omicron avec cette reprise de l'épidémie. La pire depuis 2020, plus de 10 000 cas par jour en Chine actuellement. Et Pékin durcit ses restrictions alors que Shanghai reste confiné. A tout de suite. Vous avez vu cette maison à Britel? Détends-toi, fiston. Dans quelques secondes, mamie va dire nom d'un petit bonhomme. Et mon oncle, des mots beaucoup moins poétiques. Dans quelques secondes, je vais leur annoncer que j'ai gagné à Euromillions et que je partage avec eux. Ce mardi, jackpot sensationnel de près de 170 millions d'euros. Pour trouver le meilleur produit, il faut y mettre tout son cœur. Téléchargez l'appli Everly, sélectionnez votre supermarché préféré tel que Carrefour. Votre shopper vous livrera vos courses même dans la journée. Everly, on adore faire vos courses. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. T'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Cofidis a 40 ans. Et en 40 ans, on en a vu des projets. Comme ce projet travaux. Et vous, quel est votre projet? Cofidis vous propose un taux exceptionnel de 2,99% sur 48 mois. N'hésitez plus. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Excusez-moi, mais moi j'aimerais une moto. Saviez-vous qu'un cambriolage sur 3 a lieu en présence des habitants? Ça, c'est les Pérez. Depuis que leurs voisins ont été cambriolés en pleine nuit, ils n'étaient plus tranquilles. Mais avec leur alarme Vérissure, ils sont protégés même quand ils sont chez eux. Nos experts interviennent 24 heures sur 24 en moins de 60 secondes. Rendez-vous sur vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'1 minute. Envie de perdre du poids? Avec Équilibre Minceur, c'est possible. Depuis que j'ai débuté le programme, je peux m'asseoir comme je suis là, sans être gênée par mon ventre. Ça faisait une quinzaine d'années que je me mentais en pensant que ma perte d'énergie était liée à mon âge. En fait, c'était surtout lié à mon poids. Avec Équilibre, je me régale. Les plats sont frais. Je me demande même comment je peux perdre du poids en mangeant aussi bien. Comme eux, perdez vos kilos en trop avec Équilibre Minceur. Testez la première semaine à moins 50% et arrêtez si elle ne vous plaît pas. Rendez-vous sur équilibrou.fr, équilibrou.fr. Innovation Luxéol. Découvrez le shampoing Pousse, le premier shampoing qui augmente la densité de vos cheveux, avec plus 6561 cheveux en phase de croissance. Un résultat cliniquement prouvé. Le shampoing Pousse Luxéol, plus 6561 cheveux en phase de croissance. En pharmacie et sur luxéol.com.
16h46 à la une de l'actualité, près d'1h30 de conversation téléphonique aujourd'hui et une promesse d'Emmanuel Macron à Volodymyr Zelensky, livrer plus d'aide humanitaire, logistique, mais aussi des armes d'envergure, comprendre des armes offensives. La ligne rouge avec la co-belligérance semble de plus en plus ténue. La Chine face à Omicron, après Shanghai, c'est maintenant Pékin qui durcit les restrictions en pleine semaine de vacances liées à la fête du travail. Il faut désormais un test négatif pour accéder aux transports en commun et aux lieux publics. 66e jour de guerre en Ukraine et la France renforce son aide humanitaire, logistique, mais aussi militaire en armes d'envergure. Regardez ce tweet d'Emmanuel Macron à l'issue de son appel téléphonique à son homologue ukrainien. J'ai dit ma volonté de continuer à œuvrer pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, avec ce chiffre de 615 tonnes d'équipements acheminés communiqué par l'Elysée. La France qui emboîte le pas aux États-Unis, qui a annoncé cette semaine 20 milliards de dollars supplémentaires d'armement. Jusqu'où l'aide internationale peut-elle aller? Écoutez les explications du général Jean-Paul Paloméros sur notre antenne. Pour les Occidentaux, même si aujourd'hui on est clairement dans la défense de l'Ukraine et il faut qu'on leur livre des armements, il y a peut-être un moment, ça va dépendre un petit peu de l'évolution du rapport de force, où la question se posera de savoir jusqu'où, et ça c'est à traiter avec M. Zelensky évidemment, jusqu'où il faut aller. C'est-à-dire, est-ce que si M. Zelensky, je prends une hypothèse d'école, veut reconquérir le Donbass, est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça ou est-ce que les Russes peuvent considérer que ça leur appartient maintenant, enfin au moins une partie du Donbass ou la Crimée? Vous voyez, c'est à ce point-là que ça deviendra, me semble-t-il, dangereux. Aujourd'hui, on est dans la rhétorique. Je pense que ça ne doit pas nous arrêter, ça ne doit pas arrêter les pays occidentaux d'aider l'Ukraine aussi bien qu'ils peuvent le faire, et Dieu sait si c'est important pour qu'elle se défende. Mais il est clair qu'à un moment, peut se poser cette question. Et sur le terrain en Ukraine, la situation à Mariupol est toujours figée dans ce grand port du Sud. Regardez ces images de Kiev cet après-midi. Une manifestation en place Maïdan, en plein cœur de la capitale ukrainienne et en présence notamment de familles des combattants qui sont toujours retranchés à Mariupol, dans l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance, avec notamment des soldats du bataillon Azov. Leurs familles réclament que ces combattants soient pris en compte dans les négociations d'évacuation. Je suis ici car mon futur mari est à Mariupol. Il fait partie de la défense ukrainienne. Nous demandons à tout le monde de nous aider à organiser un corridor humanitaire en lien avec l'ONU et la Croix-Rouge. Et nous, les femmes, nous souhaitons les protéger pour les faire sortir de cet enfer. Nous avons appris que l'évacuation de civils se déroulait en ce moment sous la protection de l'ONU, mais nous ne savons pas qui la dirige. Nous avons interpellé le président Zelensky pour qu'il ajoute à la liste des évacués les soldats blessés dans l'usine, car certains meurent à l'intérieur. L'hôpital a été bombardé depuis plusieurs jours et ils n'ont plus la possibilité de se soigner. Ils sont à bout de force, donc on veut l'évacuation de nos soldats. Autre actualité à l'étranger, on prend la direction de la Chine où le Covid revient au premier plan. Plus de 10 000 cas ces dernières 24 heures dans le pays. Après le confinement qui a d'abord touché Shanghai, c'est Pékin désormais qui prend à son tour des restrictions politiques zéro Covid extrêmement strictes. Il faudra désormais un test négatif à Pékin pour accéder aux transports ou aux lieux publics. En pleine semaine de vacances liées à la fête du travail, les Chinois font face avec Omicron à la pire flambée du virus depuis 2020. Clément Gauvin. Des files d'attente qui s'étendent sur des centaines de mètres. Au pied des immeubles d'affaires, dans les voitures ou dans les quartiers résidentiels, les mêmes scènes se répètent dans les rues de Pékin, où un dépistage massif est organisé pour faire face à une nouvelle flambée inédite des cas de Covid-19. Je pense que la population est la chose la plus importante. Notre ville était autrefois surpeuplée. Maintenant, elle est vide. On ne peut s'empêcher de se demander comment les gens parviennent à survivre. Car après Shanghai, la ville de Pékin voit elle aussi ses mesures sanitaires renforcées. À partir du 5 mai, tous les habitants souhaitant se rendre dans de nombreux lieux publics et souhaitant prendre les transports en commun devront être munis d'un test négatif. Mais pour l'instant, certains quartiers de la capitale chinoise vivent au ralenti, confinés derrière ces parois en métal, avec l'interdiction d'en sortir. Je suis venue de Shanghai l'année dernière où j'ai travaillé pendant 5 ans. J'aimais bien la ville, mais c'est assez choquant ce qui s'est passé là-bas et je ne pensais pas qu'il en serait de même pour Pékin.
Des confinements très stricts qui paralysent une partie de l'économie chinoise, obligeant les autorités du pays à autoriser des centaines d'entreprises à reprendre rapidement leurs activités. Pékin, mais aussi Shanghai. Là-bas, la population est confinée depuis plus d'un mois maintenant. Écoutez cet expatrié français que nous avons pu joindre tout à l'heure. Il raconte à quel point la politique zéro Covid de la Chine entraîne des situations extrêmement difficiles à vivre pour la population. Moi, ça fait 50 jours aujourd'hui que je suis confiné. Je n'ai pas eu de cas dans mon immeuble depuis 50 jours. Donc, techniquement, je serais autorisé à sortir, mais c'est interdit. C'est interdit par mon comité de quartier. On ne sait pas trop pourquoi. Là, ils ont une lubie, c'est de mettre du spray, de la chaux, de la javel sur les routes. On ne sait pas pourquoi. Voilà, on n'a aucune visibilité, en fait. Et c'est ça le plus frustrant, en fait. Que vous recevez, est-ce que vous avez l'impression que les autorités mesurent cette évolution? Peut-être qu'il y a moins de cas et que les règles vont s'alléger. Est-ce qu'il y a des informations qui vous parviennent? Il n'y a rien en ce sens. Aujourd'hui, on a eu une information comme quoi il y avait très peu de cas, voire zéro, qui ont été détectés hier. Est-ce que ça va changer quelque chose? On n'en sait rien. On n'a aucune communication dans ce sens. Voilà. Donc on est vraiment dans l'expectative. Merci de nous avoir suivis cet après-midi sur BFM TV. Restez sur notre chaîne. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec Ronald Guintranche pour 7 jours BFM. Quant à nous, nous vous retrouverons demain dès 13h.